BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir sincèrement de vous retrouver encore une fois pour votre rendez-vous tech du week-end. Bienvenue dans De quoi je me mêle, bienvenue sur BFM Business. Si vous nous regardez ou nous écoutez à la radio ou à la télé, bienvenue sur YouTube aussi, puisque vous le savez, De quoi je me mêle est en exclu dès le vendredi midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et bienvenue à vous qui nous écoutez, qui êtes fidèles au podcast de quoi je me mêle, avec toujours le petit bonus, la petite exclue, quelques minutes supplémentaires dédiées spécialement à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Pour ce De quoi je me mêle, écoutez, on va se faire plaisir. Quasiment un petit peu moins d'une heure dédiée à toute l'actualité tech avec la team de quoi je me mêle que je vous présente dans un instant. Le hashtag DQJMM, bien évidemment, pour réagir à tout ça. Merci encore une fois d'être là et bienvenue, bien sûr. De quoi je me mêle avec non pas 2 experts, mais 3. Waouh, c'est la classe. Et on a fait péter le budget, les amis. Anthony Morel est là. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Oui, ça coûte cher. Oui, c'est Moi, vrai. je peux vous dire, je prends bonbon. C'est vrai. Tu acceptes tous les systèmes de paiement. Ah oui, alors il n'y a aucun problème. Swile, ticket restaurant, tout ce que vous les tout ce que cryptos vous aussi les ou cryptos, les cryptos. éventuellement, bien sûr, tout. Très bien. Anthony Morel, BFM Business RMC, bien sûr. Nicolas Guyot est là aussi. Salut Nicolas. Salut François, salut Anthony. Voilà, salut. Que vous connaissez pour les plus vieux de quoi je me mêle. Voilà, vous connaissez la voix de Nicolas et maintenant vous voyez son physique avantageux. Voilà. Quand même, ça c'est quand même Ça vous impressionnant. manquait. Et qui est rédacteur en chef de Clubic. Et nous avons aussi JB de The E-Collection qui est là. Salut JB. Et rebonjour à tous. Salut. Ça va JB? Bah ouais, comme d'hab, je suis trop content de venir ici. Bah c'est écoute, trop bien. on est tellement heureux de t'accueillir, JB, youtubeur bien sûr, que vous suivez sans doute sur les réseaux sociaux aussi, qui fait plein de vidéos sur la tech, avec une préférence évidemment pour tout l'écosystème Apple, hein. Ça c'est un peu ta marque de fabrique. Tiens, puisqu'on parle d'Apple, on va tout de suite enchaîner. Là, écoute, tes bagages sont prêts? Oui. Quasi. Exactement. Voilà, il manque plus que 2-3 petits détails pour que tu puisses partir à San Francisco et après arriver à Cupertino, puisque tu seras à la WWDC. Hein. Qui démarre le 10 juin. Le 10 juin, Ouais, la fameuse conférence des développeurs où Apple va annoncer tous les logiciels qui vont sortir petit à petit tout au long de l'année, d'iOS à Vision OS. La première fois que Vision OS va avoir droit à une mise à jour. Ça va être cool. Et bien sûr, alors, cette WWDC sera à suivre dans Tech & Co, puisque vous le savez peut-être pas, mais j'ai le plaisir de vous présenter Tech & Co, la quotidienne, tous les soirs sur BFM Business de 20h à 21h30. Et le 10, donc lundi, émission spéciale, Anthony. Alors là, on met les petits plats dans les grands. Au début de l'émission, on aura déjà 1 heure en fait de keynote, donc on pourra vous résumer tout ce qui a été annoncé. Et puis on vivra, évidemment, jusqu'à 21h30, toutes les informations, en fait, toutes les nouveautés qui seront annoncées lors de cette keynote. Rendez-vous donc lundi sur BFM Business dès 20h en direct pour suivre ce rendez-vous. Justement, alors l'une des rumeurs importantes, il y en a pas mal, hein, mais l'une des rumeurs importantes, on en parlait la semaine dernière, on va pas y revenir sur les rumeurs, mais c'est le Vision Pro, JB. Visiblement, il pourrait arriver chez nous là dans les jours qui viennent. Il devrait même arriver chez nous dans les jours qui viennent, mais pas que chez nous. Il devrait arriver aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine et à Singapour. Courant juin ou juillet, si on pousse un peu, si ça se décale un peu. Il est sorti en février aux États-Unis. Moi, je l'utilise au quotidien. J'ai très hâte qu'il arrive pour avoir un peu le retour des Français et d'autres pays un peu européens pour mettre la tête dedans. Donc il serait annoncé en fait au moment de la WWDC, parce que la version US avait été annoncée l'an dernier. Ce serait la même version. Oui, c'est ça, ce serait la même version, mais là pour le coup ils en profiteraient pour annoncer la sortie internationale. Exactement, je pense qu'ils vont essayer de médiatiser un peu tout ça et pas juste faire un communiqué de presse, mais du coup ils vont, je pense, lundi annoncer la disponibilité en dehors des US. Après, de ce qu'on comprend, de ce que j'ai lu, et notamment de ce que dit le fameux Ming-Chi Kuo, dont on parle régulièrement, qui est un analyste qui a ses entrées très bien renseignées auprès des fabricants de composants, donc de tout l'écosystème Apple, il est extrêmement présent. Et ce qu'il explique, c'est que si la sortie est annoncée à ce moment-là, alors qu'elle aurait peut-être dû être annoncée un petit peu plus tard, c'est parce que les ventes ne se portent pas extrêmement bien, et que du coup, Apple a du stock, et que, en fait, ils peuvent y aller. C'est ça, ils avaient peur d'être un peu short et de pas pouvoir fournir les États-Unis dans un premier temps. Visiblement, ça se passe pas aussi bien que prévu, et donc du coup, ils vont ouvrir les vannes à l'international en espérant peut-être. Ils ont réduit la production, je crois d'ailleurs. Oui, ils ont réduit la production. Bon, Nico, est-ce que tu attends de chausser le Vision Pro? De chausser le Vision Pro, oui, non, mais c'est toujours intéressant en plus quand ça sort sur un marché local, ça permet de voir déjà, parce que c'est vrai que jusqu'ici on a joué avec, mais on n'a pas joué au quotidien, on n'a pas joué avec nos applis du quotidien, etc. Sauf JB.
Mais lui, il est seul, connecté, il est ultra connecté. Il se balade avec son Vision Pro dans son appart. C'est la première fois depuis la sortie du Vision Pro que je le vois sans le Vision Pro Tu d'ailleurs. vois mes yeux. Oui, c'est vrai. C'est étonnant. Donc peut-être la prochaine émission sera tous avec des Vision Pro sur la tête. Ça va être cool. Tiens. Non, mais ça va être intéressant de voir au quotidien avec tes applications en local, etc. Ça va être. Juste, on va enchaîner parce qu'on a plein d'actu, mais ton ressenti, ça fait maintenant plusieurs mois que tu utilises le Vision Pro. Est-ce que tu accuses pas une lassitude quand même? Ça a diminué, c'est sûr. J'utilise beaucoup moins qu'avant, mais j'utilise quand même tous les jours, tous les 2 jours, principalement pour monter mes vidéos, pour regarder des films et dans les transports surtout. Je prends souvent tu montes tes vidéos sur mes vidéos j'ouvre mon ordi, mon Mac, je déporte l'écran et on passe d'un 13-15 pouces à un écran géant, sans limite, sans lag, sans bug de son. C'est instantané et c'est vraiment pratique. Et c'est surtout dans les transports, dans le train, dans l'avion, même chez soi, juste pouvoir avoir un contenu immersif, géant et être coupé du monde, c'est vraiment pratique. Il faut le tester au quotidien vraiment et sur le long terme pour comprendre un peu l'intérêt de ce produit. Parce que c'est pas en un jour ou deux qu'on peut vraiment se dire c'est sympa ou pas. Dans le métro, t'as essayé ou pas? Non, moi je suis pas de cette team-là de sortir dans la rue avec, ça sert à rien et ça marche pas tout simplement. Ouais, ça marche pas. Et puis bon, je pense que c'est un peu. C'est même dangereux vu c'est un peu lunaire produit quand même. Ah, c'est clair. Bon, reste le prix. Et dans le métro, je pense que tu te le fais oui, arracher en deux. Non, mais c'est clair. Et puis même, je veux dire, dans le métro, t'es obligé de regarder ce qui se passe, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Oui, il manque le prix maintenant, parce que rappelons le prix. C'est $3 500 hors taxe. Donc allez, on fait du TTC, ça monte à 3800. En France, il y a souvent des taxes qui se rajoutent, donc peut-être 4000. Wow. Peut-être qu'Apple va se dire, on va le faire en prix 1 euro égale $1, peut-être 3500. Ouais, peut-être qu'ils voudront booster un petit peu les ventes. Ça va être intéressant de voir tout ça parce que les informations qu'on aura à la WWDC concernant le Vision Pro expliqueront peut-être cet échec, parce que c'est le début du marathon du Vision Pro, mais en tous les cas, on va dire l'attentisme qu'il y a autour de ce produit, ça va être cool. Ouais. Et puis comme le marché ne se porte pas non plus super bien en ce moment, les fabricants de téléphones ont du mal, etc. Je pense que les Français aussi tirent un peu la langue. On arrive dans une période, en plus, ça va être les vacances, la rentrée, là où c'est le moment de l'année où on sort quand même pas mal d'argent. Ça va être. Et surtout, c'est une période où il va faire chaud, et porter un produit comme ça sur sa tête pendant plusieurs heures. J'avais pas pensé à ça. Je l'ai testé, ça tâche très chaud après. Ouais. Chez Amazon, il y a bien un gars qui vend des ventilateurs pour mettre au-dessus. Ça va arriver. T'as bien un accessoiriste chinois qui va te sortir un truc horrible qui défonce le design. Après, de toute façon, le public numéro 1, je pense que ce sera les entreprises. Ou alors les fans fortunés d'Apple. Oui, c'est ça. Toujours les early adopteurs qui veulent absolument avoir l'objet. Mais après, je pense que le public, en tout cas ceux qui vont commencer à s'emparer de cet outil-là, c'est comment ça peut remplacer les visioconférences, comment on peut s'en servir dans le domaine médical. Il y a plein de. Pour le coup, c'est là, à mon sens, que les premières applications vraiment intéressantes commencent à arriver. Moi, je me dis quand même, l'équation est compliquée pour Apple, avec un produit dont on cherche encore les usages à un prix aussi élevé. Bien sûr. C'est waouh. C'est chaud. Ça va être compliqué. Et puis première génération de produits. Alors chez Apple, on en a vécu beaucoup. C'est un marathon qui débute. Apple se lance dans cette aventure. Évidemment, ce ne sera pas le produit du succès. Il lance quelque chose. On en a beaucoup parlé. Ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue. Je me souviens de l'Apple Watch, la première version de l'Apple Watch, et c'est pas très bien vendu non plus. On se demandait un peu à quoi ça allait servir. Et puis il y a des fonctionnalités qui se sont ajoutées, notamment des fonctionnalités médicales. Et là, on a commencé à avoir l'intérêt. Et finalement, c'est devenu un objet qui, dans les chiffres d'Apple, est pas du tout dérisoire. Non. Même en allant encore plus loin, tu prenais l'iPhone, le tout premier iPhone, on a détecté le potentiel, mais il n'était pas 3G. Il y avait plein de petits trucs, il n'y avait pas beaucoup d'applis, etc. Donc Steve Ballmer, il a bien détecté. Non, mais c'était intéressant, c'est que globalement, on a vite vu. Avec le doigt, c'est débile. Qui est prêt à payer $500 pour un téléphone? Stylé où ça stylé? Non, mais en fait, le truc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'on va avoir le potentiel au quotidien, c'est là, en fait, on va pouvoir se projeter. On va se dire, peut-être que 1000 balles de moins, ça va le faire. Peut-être un peu plus léger, ça va le faire. Peut-être un peu plus ergonomique. Moins de batterie aussi. Plus de batterie, la molette, tous ces trucs au quotidien, en fait, qui vont peut-être permettre à Apple d'ajuster son produit. Ouais, c'est sans doute un peu l'objet préhistorique d'un produit dont on rêve. Mais... Les lunettes, par exemple. Les lunettes. Et là, on rebondit sur le deuxième sujet. Ouais. Je lance comme ça. Il est fort. JB veut prendre ma place. Il est très très fort. Oui, alors là, c'est vrai qu'il y avait un petit côté is no good. Ça, j'avoue. Là, franchement, il m'a balancé ça comme ça. Paf. Je l'aurais pas bien pris, moi. Mais la nouvelle génération. C'est ça. C'est normal, c'est comme ça. Ça va vite.
Anthony, alors l'actu justement. Ben oui, une très belle transition effectivement, parce qu'on voulait parler, et c'est indirectement lié, parce que ça pourrait être un concurrent éventuellement pour le Vision Pro dans les mois, dans les années qui viennent. C'est cette alliance assez inattendue entre Google et Magic Leap. Alors est-ce que vous vous souvenez de Magic Leap, mais est-ce que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent se souviennent de Magic Leap? J'en suis pas sûr. C'est une entreprise qui avait fait énormément de hype il y a quelques années. Ils avaient levé des milliards de dollars. C'était un truc de fou. C'était vraiment la startup bankable. Exactement, dans le domaine de la réalité augmentée. Des années 2010, on va dire. 2012. Ouais, c'est ça. Ouais, tu te souviens de la vidéo de la baleine là? C'était incroyable. C'était les premières vidéos de réalité augmentée. Alors la vidéo de démo était absolument dingue, où tu avais l'impression, je crois que c'était dans un gymnase, et tu avais une baleine qui sortait du sol comme ça. C'était absolument dingue, et on avait l'impression qu'elle jaillissait comme ça devant nous. Et donc c'était les prémices de la réalité augmentée. Et on se disait que Magic Leap, c'est l'entreprise qui allait réaliser ce fantasme technologique et le rendre, enfin en faire une réalité. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Alors ils ont sorti un casque en 2018 ou 2019, je n'ai plus la date exacte, qui a pas du tout fonctionné. Enfin, il y avait pas mal de bugs, c'était pas extraordinaire, et donc en gros ils ont fait un flop. Et donc là ils s'allient avec Google, qui eux aussi ont des grosses ambitions dans le domaine de la réalité augmentée, et qui ont aussi bossé sur les Google Glass à l'époque. Donc c'est l'alliance de deux losers d'une certaine manière, pas Google en tant que tel, mais les Google Glass plus Magic Leap. Tu te dis, bah non, mais c'est quand même l'alliance de deux produits qui ont échoué pour essayer de faire jaillir la lumière, et parce que c'est ça en fait l'enjeu là, c'est de travailler sur. Alors comment ils disent ça? Ils donnent pas beaucoup d'informations, mais ils expliquent que ça va être le nouvel écosystème de la réalité XR, c'est ça, l'écosystème XR grâce à des offres de produits uniques et innovante. Bon, avec ça, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Enfin, on croit comprendre que ça va être un travail sur soit des casques ou des lunettes en réalité mixte, donc XR, donc des ordinateurs spatiaux, comme appelle ça Apple, et donc qui pourraient venir concurrencer Apple et Meta sur ce secteur, quoi. Ouais. C'est déjà que Google travaille sur des nouvelles lunettes qui sont présentées à la Google I.O. Dans leur vidéo, où justement, ils montraient Gemini dans sa version un peu d'IA et de conversation. Un peu comme les lunettes Meta, finalement. Exactement. Et Google travaille vraiment sur ça. Ils nous l'ont dit sur place. Oui, c'est des projets, et ils sortiront un jour, mais on ne sait pas quand. Peut-être c'est avec ça. Mais j'ai regardé le Leap 2, là, ce que c'était. En fait, c'était le même tarif que l'Apple Vision. C'est aussi cher? Ah ouais, à l'époque. Plus 3000, ouais. C'était 3500 $ à l'époque, etc. Et en fait, c'était un ordinateur, ce que tu disais, quoi. Donc en fait, le truc, c'est que ce qui va être compliqué, c'est d'arriver sur un marché où il y a déjà une solution. On l'a dit tout à l'heure, elle est un peu chère, etc. Mais bon, ils sont quand même bien installés déjà, Apple. Designement parlant, le Magic Leap, c'était pas non plus. On avait l'impression d'avoir les lunettes de Charlie à la chocolaterie, quoi. Genre. Ouais, un peu. Ouais, c'est vrai. Enfin, quand t'as le Vision Pro, c'est pas terrible non plus, quoi. Non, mais bon. Ouais, mais c'est comme. C'est pas les mêmes usages, en fait, parce que je pense que t'as pas vraiment de la VR avec le Magic Leap. T'étais plutôt en réalité augmentée, non? C'était réalité augmentée, de mémoire. C'est pas tout à fait le même usage. Ça va être intéressant, mais en tout cas, on voit que ça bruisse du côté de ce type de device. C'est ça qu'on voit, effectivement. Beaucoup s'y mettent. Et là, on parle pas des Chinois, les TCL, etc., les Oppo qui sortent des lunettes. Enfin, on voit que tous les industriels de la tech s'intéressent aux lunettes et voient comment ils peuvent craquer ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est l'outil, on va dire, le plus naturellement sur la tête, quoi. Enfin, en tout cas... Ceux qui sont malins, c'est Meta, hein. T'as vu qu'ils mettent à disposition des fabricants, des autres marques, leur système d'exploitation. Ouais. Et donc, en fait, peut-être devenir le nouveau Windows. De la VR. Ouais, c'est pas bête, parce que c'est vrai que c'est toute la partie logicielle qui est quand même très compliquée à gérer. Et si tout le monde sort son propre logiciel, on se retrouve comme dans les années 80, 70, avec 10 standards en parallèle, et puis de toute façon, tout le monde il laisse la chemise. Ouais, puis je trouve qu'ils ont une stratégie qui est assez intelligente pour ne pas effrayer l'utilisateur, avec une stratégie vraiment par étapes. Ils ont commencé avec les Ray-Ban, avec quelques fonctionnalités très basiques, l'appareil photo, la caméra. Là, tu as la nouvelle version qui est sortie avec des fonctionnalités d'IA plus poussées, alors qui sont pas encore dispo en France, je crois, pour des questions de réglementation. J'ai pu les essayer aux US justement. Et c'est dingue ça. Donc, tout le monde a ses lunettes Ray-Ban, mais tout le monde. Et du coup, ils sont tous là avec l'IA à dire c'est quoi ce plat, c'est quoi ce chien, c'est quoi cette voiture, juste à ses lunettes. Et la lunette nous dit c'est un Rottweiler, je sais pas quoi.
il y a toutes les informations qui sont données. Et c'est ça que je trouve hyper malin. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu as la deuxième brique, et effectivement, c'est ah ouais, putain, c'est génial, ces lunettes, elles peuvent analyser mon environnement, me donner des informations contextuelles. Et je pense que la troisième brique, ce sera d'intégrer la réalité augmentée ou la réalité mixte, un peu comme l'avaient fait les Google Glass à l'époque, sauf que les Google Glass, c'était trop soudain, c'était subi, tu avais ce côté hyper intrusif avec la caméra intégrée, avec les lunettes qui ressemblaient pas du tout à des lunettes, ça a fait peur à tout le monde. Là, je pense qu'en y allant petit à petit, tu sais, c'est un peu comme quand tu mets le homard ou la langouste dans l'eau, puis tu mets petit à petit, elle se rend pas compte en fait qu'elle est en train de chauffer. Enfin, peut-être un moment, elle s'en rend compte quand même. Hein. Mais tu vois, c'est un peu la même chose là. Tu vois, Meta avec les utilisateurs. On pense à tous les homards qui nous écoutent. Qui se disent, c'est horrible cette émission. Non, c'est vrai, c'est assez terrible. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, ils y sont allés progressivement. On va voir jusqu'où ça va. Mais je trouve que ce brique par brique est plutôt malin par rapport à d'autres stratégies qui visent à regarder tout ce qu'on peut faire dans ces lunettes, sauf qu'à la fin, personne les achète, quoi. Non, et puis en plus, l'approche lunette est quand même vachement plus accessible que l'approche casque, en fait, moi je trouve. Les lunettes, on se dit, c'est un accessoire de tous les jours. Donc après, vous en portez aussi tous les trois déjà. C'est vrai. C'est facile. Toi, moi, j'en porte pas. C'est vrai. Peut-être des lunettes de soleil, mais peut-être que tu serais capable de porter des lunettes au pour quotidien. Apple, ils seraient prêts à porter des lunettes à même pour Meta, moi j'ai les Meta et je les mets tout le temps parce qu'elles sont vraiment pratiques et elles existent aussi en version normale, donc à verre nu entre guillemets. Oui, c'est-à-dire que tu prends les mêmes montures et tu mets des verres blancs. C'est un support en fait, c'est juste un support. Et voilà. Bon, après, tu peux mettre tes Meta dans ton Apple Vision, voir ce que ça donne, mais bon, je suis pas sûr que ça rentre. La mise en abîme. Bon, t'as 10 sur 10 aux 2 yeux, c'est ça le problème. Et voilà. Mais avec l'autre jour, t'inquiète pas. Avec des lunettes, oui, tu verras dans quelques années, tu auras des lunettes. Surtout, il paraît que Apple Vision Pro a des problèmes pour les yeux après. Non, j'ai connu. Mais t'as mal aux yeux après le Vision Pro au bout d'un moment ou pas Non, mais je sens que les yeux s'assèchent. Parce que comme tu es vraiment dans un environnement totalement clos et que moi j'y reste y a pas pendant d'humidité. 5 heures, tu vois. Là pendant Roland Garros, j'ai regardé des matchs de 4-5 heures dans Vision Pro sans bouger. Ah ouais. Donc faut ajouter le ventilateur et l'humidificateur. Autre accessoire très malin. Et alors ça donne quoi de regarder Roland Garros dans le Vision Pro? MyCanal en version géant. Et c'est incroyable. C'est juste que tu peux l'amener avec toi où tu veux et voilà. Ouais, d'accord. Et tu déranges pas les gens qui sont à côté. Mais la qualité d'image est parfaite ou pas? Parce que c'est vraiment comme à la télé pour le coup. Ouais, d'accord. Vraiment. Très très clean. C'est dommage parce que en ce moment sur la TNT, en fait, Roland Garros est diffusé en 4K. Alors imagine si tu pouvais récupérer ce signal et le mettre dans le Vision Pro, parce que sur MyCanal, c'est pas en 4K, je crois. Non. Donc imagine, tu aurais une immersion encore plus incroyable, quoi. Mais ils n'ont pas fait des contenus spécifiquement conçus pour Vision Pro ou pour les MetaQuest? Mais pas Roland Garros, par exemple. Il y a rien du tout, mais il y a certains contenus qui sont conçus exactement pour ça. Parce que pour le coup, dans le domaine sportif, tu vois bien la valeur ajoutée que tu peux avoir. C'est même pour faire de la vue à la première personne, changer de caméra, changer de place et de placement par rapport à, dans le stade de l'enceinte, y compris pour les consommateurs et les annonceurs et les diffuseurs. Bien sûr. Bon, on a parlé du Vision Pro, on a parlé des lunettes, du projet de lunettes chez Google. Si on parlait maintenant de bagues, parce que voilà, il y a aussi le doigt qui est, on va dire, au doigt et à l'œil. Oh, Anthony, incroyable. Nous sommes cernés, Nicolas. Attention. Il justifie son salaire. Attends. C'est vrai. Ministre. Et voilà. Salaire de ministre, t'as vu, il est au courant. Il est au courant de ton salaire. Comme les youtubeurs, tu vois, et tout, il sait. Non, alors les bagues, c'est intéressant parce que là aussi, c'est quelque chose qui excite un peu tous les industriels de la tech. Il y a pas mal de startups qui ont lancé des bagues connectées, même en France d'ailleurs. Hein. Sauf que là, la nouveauté, c'est que Samsung s'apprête à sortir sa bague, hein, Anthony, qui devrait être annoncée là bientôt, je crois. Tout à fait. D'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs comme quoi, voilà, il y a un événement Samsung qui pourrait débouler bientôt. Hein, le 10 juillet. Le 10 juillet. Est sorti courant août normalement, de ce qu'on apprend, parce que c'est ça qui est amusant, parce qu'effectivement ça fait quelques mois maintenant qu'on vous parle de cette Galaxy Ring et de toutes les rumeurs qui entourent la sortie de cette bague connectée. Mais là, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que Samsung attaque en justice préemptivement une autre entreprise qui s'appelle Oura, alors qui fait elle aussi des bagues connectées, alors qu'on connaît depuis quelques années. Hein, c'est une belle entreprise. Ils ont des bagues hyper high-tech avec des fonctionnalités liées à la santé. Ils avaient fait pas mal parler d'eux au moment du Covid notamment, parce qu'il y avait des études qui montraient, alors je sais pas si ça a été validé depuis, mais que en utilisant ces bagues, on pouvait à partir des variations de rythme cardiaque et d'un certain nombre de marqueurs détecter des symptômes du Covid, enfin que quelqu'un avait le Covid avant d'avoir fait des tests PCR, etc. Et à tel point que je me souviens qu'à l'époque, c'est la NBA, donc le championnat de basket américain, qui s'était équipé de ces bagues. Toutes les équipes NBA avaient acheté, je ne sais plus combien, des milliers de bagues Oura, donc ça leur avait fait un coup de pub énorme. Et donc cette entreprise, alors elle a plein de brevets en fait sur les bagues connectées. Et Samsung les attaque en justice
parce qu'ils ont peur que Oura ne les attaque eux en justice quand Samsung va lancer sa bague. Enfin, tu vois, le truc, c'est en gros, il y a une guerre de brevets qui est en train de se mettre en place. Et là, tu as les avocats. Allez-y, c'est exactement ça. Allez-y, parce qu'apparemment, Oura, en fait, a un passif. Ils ont attaqué. Tu disais, il y a beaucoup de startups qui se sont lancées sur ce marché et ils les ont toutes attaquées systématiquement, y compris les Français Circular, qu'on connaît bien. Ils les ont toutes attaquées en disant non, vous volez nos technologies. Et donc Samsung se dit ils vont faire exactement la même chose avec nous, évidemment. Et donc il y a une bataille judiciaire qui est en train de se mettre en place. Et dans les documents de ce procès, on en apprend. Il y a quelques détails comme à chaque fois. Samsung a dû lâcher dans les documents officiels. Donc on sait que la bague le design a été finalisé mi-mai, donc ça vient de se terminer. La production de masse doit commencer mi-juin, donc dans quelques jours, et elle est attendue sur le marché américain autour du mois d'août. Donc elle sera peut-être annoncée effectivement en juillet, ce sera assez cohérent. Donc on sait que ça va arriver, et donc il y aura des fonctionnalités liées à la santé, ce à quoi on pouvait s'attendre. Là, visiblement, dans les documents du procès, tu as par exemple des captures d'écran qui montrent un score d'énergie qui est basé sur un certain nombre de métriques comme le sommeil, l'activité, le rythme cardiaque, la variabilité du rythme cardiaque, enfin plein de choses comme ça, comme ce qu'on a sur les montres connectées. Ça, on pouvait s'y attendre, mais c'est confirmé à travers ces documents secrets. Vitality Score. En fait, mais c'est marrant parce qu'en fait, ils les ont déjà présentés, on les a vus au CES. Oui. Bon, pas au CES, c'était pas au Mobile World Congress. C'est au Mobile World Congress. C'est ça. Voilà. Les personnes n'ont pas pu les chausser. Voilà. Mais le design, en tout cas, on l'a vu. On le voit, il y a des vidéos qui tournent. Ils sont prêts, quoi. Oui, ils sont prêts. Ils sont vraiment prêts. Mais effectivement, il y a ces. Ils doivent peaufiner, à mon avis, tout le soft, tous les algorithmes. Mais je trouve quand même assez étonnant qu'ils attaquent maintenant, qu'ils contre-attaquent avant de se faire attaquer Oura. Il y a notamment 5 brevets. Je trouve ça quand même assez étonnant que globalement. C'est compliqué de faire une bague différenciante des autres côté design. Une bague, c'est. Oui, une bague, c'est rond, quoi. Ça dit, Oura, c'est 100 brevets et 270 brevets en attente de dépôt. C'est une attente de validation. C'est lourd. C'est une très belle boîte. C'est une grosse boîte. Mais c'est vrai que la puissance de Samsung devrait quand même peut-être imposer ce nouveau form factor, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste anecdotique, les bagues connectées. Demain, Samsung, avec sa puissance, parce qu'ils vont nous faire le coup, t'achètes un téléphone, on t'offre la bague. Enfin, je veux dire, c'est évident. Ou alors, tu vois, ou t'achètes la montre connectée, on t'offre la bague aussi. Justement, ce serait doublon avec la montre connectée. Est-ce que ça sera les mêmes Est-ce que tu auras les mêmes informations? C'est à peu près les mêmes fonctionnalités. Sur santé et même paiement, j'ai vu qu'on pouvait payer avec ça. Paiement NFC, avec cette bague. Mais vous, aujourd'hui, vous porteriez une bague connectée? Non, moi je suis pas sûr. Mais... Ce qui peut être intéressant, c'est pour ceux qui ont une montre où tu l'enlèves pour dormir. Tu vois, c'est la montre, le capteur pour dormir, le sommeil, le suivi du sommeil sur la montre. Moi, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais. Ça me gave de dormir avec ma montre. Une bague, peut-être que. Peut-être voir. Mais après, il y a aussi tout le truc. Ils vont nous faire le coup comme Apple avec Samsung, les angles ronds, les machins, etc. Je pense qu'on va partir sur un truc un peu ce qu'on disait sur le design. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que. Et puis après une bague, ils vont pas faire une bague carrée, quoi, a priori. Donc, peut-être une bague qui se porte au poignet. Peut-être pour les extraterrestres. Peut-être. C'est possible. Le prix est assez élevé quand même pour cette petite bague. Ah oui. Moi, je pensais de ce que j'ai un peu lu, c'est dans les 300, 400 euros pour. Waouh, non mais c'est un budget. C'est pas possible. Prix d'une montre. Moi, ça m'étonnerait pas en même temps. Moi, ça m'étonnerait qu'elle coûte. Ça va devenir une bague de fiançailles à ce prix-là. C'est ça. Chérie, écoute, tu sais quoi? J'ai cassé le PEL. Voilà. Je te demande, tu deviens ma fiancée, mais je t'offre la bague Samsung. Mais c'est moi qui l'utilise. Il risque d'avoir des petits problèmes à la maison. C'est clair. Ouais. Mais si tu te places du point de vue de toutes ces startups et belles entreprises aussi, comme Oura, ces challengers en tout cas sur ce secteur-là, quand ils voient arriver un mastodonte comme Samsung et peut-être demain Apple, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit ils vont nous écraser, donc il faut qu'on contre-attaque, donc on les attaque en justice, ou alors ça va ouvrir le marché, ça va permettre, tout le monde va avoir des bagues connectées et donc nous aussi on va en vendre, on va profiter de cette dynamique. Et on va se battre avec nos armes, nos technologies pour être meilleurs que Samsung. Tout à fait. Ou on se fait racheter par un gros. Ouais, aussi, racheter par un gros, évidemment. Le 10 juillet, on pourrait s'attendre à quoi, à ton avis, JB? Sur les Z Flip 6, Z Fold 5, Buds Pro 2, je crois. Et tu penses qu'ils annonceront la bague aussi, ou pas? Autant en profiter, parce que c'est juste avant les JO, ils sont partenaires principaux des JO. C'est intéressant là, parce qu'en fait Samsung décale son événement d'été, le fait au début de l'été, le 10 juillet, avant les JO. Certainement à Paris. Ça va être intéressant. Et d'après ce que j'ai compris, le Z Flip risque d'être le téléphone officiel en plus. Bien sûr. Tous les 4 ans, il y a un téléphone officiel de Samsung pour les Jeux Olympiques. Ouais. D'habitude, c'était un smartphone classique, entre guillemets, de la gamme S. Là, cette année, ça devrait être le Z Flip 6. Pas mal. Ouais, on vous donne des petites infos quand même dans De quoi je me mêle. Vous avez vu, les gars? Bon, on va suivre ça de près. Anthony est venu avec un petit appareil
Car Anthony a 2 passions dans la vie, la radio et les diagnostics médicaux. Il adore de temps en temps monitorer un peu ses amis, ses collègues au travail. Ouais. Je suis complètement hypocondriaque, ça c'est la réalité. C'est vrai ? Ouais, tout à fait. Je crois qu'on l'est tous plus ou moins, on va dire. C'est vrai. Toi, tu l'es beaucoup ? Moi, je suis vraiment pas mal. Ouais. Donc du coup, toutes les innovations santé, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ça te suit. Okay. Ça me rassure. Enfin, je sais pas, ou ça me rend encore plus hypocondriaque. Voilà, exactement. Ça dépend comment on voit les choses. Et donc, WeThings nous avait annoncé au CES cette année ce nouveau produit qui s'appelle le Bimo. Et tu l'as quasi en exclu, quoi, parce qu'il n'est pas sorti. Il va n'est pas sortir sorti. Tout de suite. C'est vraiment un exemplaire de démo. Hein. C'est encore un prototype qu'on m'a prêté qui va sortir. Alors, apparemment, la sortie officielle, ce sera au moment de l'IFA de Berlin, donc c'est à la rentrée où ils le montreront à nouveau et il sera commercialisé. On avait pu le voir au CES et le toucher, mais effectivement, c'est toujours un peu compliqué au milieu de la foule. Là, je l'ai, je peux vous le montrer, vous pouvez le regarder, l'essayer. Donc en gros, je réexplique un petit peu ce que c'est cet appareil que je trouve génial, qui pourrait s'inviter potentiellement dans les maisons de monsieur et madame tout le monde. C'est un outil qui permet de faire un check-up santé complet en 1 minute chrono. Voilà, bon, peut-être un petit peu plus longtemps, mais le pitch, c'est ça, globalement. Donc, en gros, ça va venir remplacer le thermomètre que tout le monde a aujourd'hui dans son armoire à pharmacie. C'est un peu le même format, d'ailleurs. Hein, tu vois, c'est un petit objet rectangulaire, une sorte de grosse clé USB. Il y a un thermomètre intégré, donc thermomètre frontal sans contact. Ça, c'est la base. Hein. Mais tu as aussi beaucoup plus que ça. Tu as un électrocardiogramme embarqué, donc tu as 2 électrodes sur le côté. D'accord. Donc, ce que tu as dans certaines montres connectées. Oui. Et ce que tu peux faire. WeThings, d'ailleurs. WeThings aussi, d'ailleurs. Balance, ouais. Absolument. Et alors, WeThings, on les connaît pour leur... je crois, non ? Tout à fait. On les connaît pour leurs montres, on les connaît pour leurs balances, avec les balances connectées, etc. Tu as aussi, alors c'est ça qui est génial, un stéthoscope embarqué, donc qui te permet de faire des enregistrements de ton cœur et de tes poumons, donc enregistrement audio. Et en fait, toutes ces données-là, tu vas pouvoir les envoyer au médecin. Et ce qui est hyper bien, pour moi, la révolution, c'est que la téléconsultation d'aujourd'hui, c'est un peu pourri. C'est-à-dire, t'es en visio avec le médecin. C'est un peu le couteau suisse de la téléconsultation. C'est ça, en fait. T'imagines, t'as ça, t'es en téléconsultation avec le médecin. Moi, franchement, aujourd'hui, les téléconsultations, j'hésite à y aller parce que je me dis, le médecin, en fait... il va voir quoi ? Il va voir ta tête. Il voit ta tête. Puis, il peut juste discuter avec toi, il peut pas t'ausculter, il peut rien faire. Avec un petit outil comme celui-ci, en plus, si tu couples ça avec la balance, le machin, etc., en fait, tu as quasiment une consultation comme si tu étais dans le cabinet du médecin, quoi, parce qu'il peut vraiment... Comment ils ont accès à ces données, les médecins ? Alors ça passe par leur application, normalement tout est chiffré, protégé, etc. C'est vraiment WeThings. Non, c'est WeThings, c'est vraiment dans leur écosystème à eux. C'est vrai que ça aurait du sens avec Doctolib, t'imagines un peu le truc. Bien sûr, t'as raison. Ils pourraient tout à fait faire ça. Doctolib qui s'apprête à lancer le paiement directement, je ne sais pas si vous avez suivi, le paiement des consultations médicales directement depuis l'appli, ça c'est vraiment, tu boucles la boucle avec ça. C'est exactement ça. Là tu ferais une vraie téléconsultation à distance, enfin vraie, en tout cas... en tout cas plus complète que ce qui se passe habituellement. Beaucoup plus complète, et surtout si tu couples ça, si tu vois le big picture, comme disent les Américains, c'est qu'avec tous les outils d'intelligence artificielle qui sont en train d'arriver, qui permettent à partir d'une simple webcam, il y a une boîte française aussi qui s'appelle Caduci qui fait ça, en te filmant pendant 30 secondes, ils sont capables de faire un prédiagnostic, d'analyser des trucs, des fines variations à la surface de la peau, et ils peuvent te dire... C'est génial ça aussi. C'est incroyable, tu vois, tu couples ça, tu as des IA qui sont capables de détecter des problèmes de la rétine, d'autres qui peuvent, en scannant ta peau avec la caméra de ton téléphone, analyser les grains de beauté. Enfin, si tu prends tous ces appareils-là, toute cette technologie, en fait, tu vois, là, pour le coup, la téléconsultation, ça aurait du sens. C'est une solution pour les gens qui sont dans des déserts médicaux. On en parle tout le temps. Non, mais surtout, ça désengorgerait, si tu veux, les médecins pour plein de choses, quoi. Finalement, ça serait peut-être le premier, tu vois, le premier passage. Si t'as un problème, écoute, après tu vas voir ton médecin. Mais si t'en as pas, ok, allez, c'est bon, tes constantes sont bonnes. Reste à la maison, tu prends un Doliprane, quoi. Alors, t'as un truc comme ça qui existe déjà en pharmacie, hein. Tu as une boîte française qui fait ça, tu as une sorte de cabine avec tous les instruments, etc. Ah oui, la cabine, voilà, et tu fais ta bien sûr, dans la c'est cabine. plus lourd. Mais là, faut aller dans la pharmacie. Voilà, faut aller dans la pharmacie. Donc ça existe déjà, sauf que là, ce qui est génial, c'est que c'est miniaturisé. Ça tient dans le placard. Je pense qu'il y a des profils aussi si tu as plusieurs enfants ou tu peux faire rapidement. Il y a un prix ou pas encore ? Ouais, ce sera 250 €. Donc c'est un petit budget quand même. Hein, c'est clair. Mais tu vois, la Sécu devrait s'intéresser à ce type de produit. Parce que là, on est vraiment dans le préventif. Et voilà, c'est ça. Tu peux avoir une analyse en continu de tes métriques, de tes informations vitales. Les gens se fient à ça.
se disent que voilà, un petit objet rectangulaire va nous donner des constantes fiables et qu'ils n'aient pas peur parce que souvent les gens se disent oui, les montres connectées, je sais pas si ça marche vraiment. Ça, les Toubib aussi. Ouais. Moi j'ai un tensiomètre Withings, j'ai la montre Withings et il manque juste le thermomètre, voilà. Et en fait, souvent quand tu arrives avec tes courbes, t'es en disant bah voilà, petit coup de mou, etc. et tout, et tu dis, non, mais attends, on va tout refaire avec des vrais instruments. Ouais, il y a encore une méfiance. C'est encore une méfiance. Ça dépend du médecin, en fait. Voilà. Mon médecin, là-dessus, mais par contre, c'est vrai que quand tu montes le truc, tu dis, bah voilà, c'est quand même propre, hein, ce que j'amène pas de la donnée, voilà. C'est fiable. C'est fiable. Ouais, mais ça, c'est vraiment, mais t'as raison, hein, faut voir le monde médical, t'as vraiment ce côté, t'as des gens qui sont très réticents, et d'autres qui sont hyper preneurs. Moi, mon médecin du sport, par exemple, à chaque fois que j'y vais, il prend mon appli Garmin, et il regarde, la variation, l'intensité de l'entraînement, le rythme cardiaque, le machin et tout, et il prend ça au sérieux. Bien pour lui, sûr. c'est de la vraie data en fait. Parce que voilà, il est, on va dire, sensible à toute cette technologie. Et ce qui va être fabuleux, en 2 secondes, c'est tout ça, toute cette data, en fait, ça va être avec l'IA. En fait, l'IA, on s'est aperçu que l'IA, elle va être géniale pour faire des diagnostics. Parce qu'en fait, bien sûr, on tombe souvent sur des médecins, des radiologues qui, en fait, il y a souvent beaucoup d'erreurs. Le taux d'erreur est assez élevé. Et avec l'IA, en fait, avec le big data et on va réduire ce taux d'erreur. On aura des diagnostics beaucoup plus fiables. Et c'est pour une fois qu'il y a une véritable utilité, je pense que c'est cool. Ça va être bien. Avec des petits outils comme ça, en plus. Bon, tu vas nous faire un petit check-up pendant la pause, là. Voilà. Et on revient pour la deuxième partie de quoi je me mail. Le Computex, le grand salon dédié aux puces, à l'informatique de Taïwan, on va tout vous dire, avec évidemment le règne de Nvidia. On parlera aussi de cette annonce bizarre de Microsoft, comme quoi, si vous avez un PC qui ne peut pas faire tourner Windows 11, achetez-en un autre. Hein. Et le à la poubelle. Voilà. Et puis, on vous racontera notre petite visite dans un studio Dolby Atmos avec JB de The Collection. Et vous allez voir, c'est super intéressant. Pour tous ceux qui aiment le son, je vous invite à rester là. Allez, deuxième partie de Quoi je me mêle dans un instant. Merci d'être là, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.